Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. Bienvenue en face du Gevni. Et on va parler un tout petit peu du Gevni. J'ai déjà fait une vidéo où je racontais, j'avais lancé un petit peu l'historique du navire. Mais on va rajouter quelques petites informations. Par exemple, dans 1937, Staline avait pour projet de reconstruire une flotte, une vaste flotte militaire russe. Et parmi ce vaste projet, le vaste projet des destroyers, puisque c'est pas moins de 150 destroyers que Staline voulait construire, exactement 147. Très exactement 147. Et cette vaste flotte de 147 navires était prévue. Une première construction avait été lancée avec les types 7, le type 7 que vous avez sous les yeux, 48 unités, et c'est seulement 27 qui seront mises en service jusqu'en 1941. Parmi ces 27, on en a 3 qui sont dans le jeu. Moi, je n'en ai que 2, à savoir le Gevni, qui était le tête de classe, le Hanshan, qui est un autre tier 6, qui est un Gevni, mais vendu aux Chinois. Il y a un Gevni avec des torpilles à 8 km, qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Et le Gremeyashi, qui lui est un type 7, mais en rang 5, et que je n'ai pas, et que je ne peux pas vous montrer. Alors là, on va partir en bataille. On va partir en bataille avec le Gevni. Dans un premier temps, on va voir deux types de batailles très très différentes. Une où on va voir comment le pilote du Gevni, associé à plusieurs navires, mais pas en même temps, consécutivement, comment le pilote du Gevni va en quelque sorte tenir la partie de son aile d'abord, puis la partie à bout de bras. Et dans l'autre partie, on verra plutôt la collaboration et quelques éclairs de très bonne entente entre le Gevni du moment et d'autres navires, ce qui fait que on verra une équipe qui roulera, qui écrasera complètement ses ennemis, simplement parce qu'il y a une totale collaboration et un total esprit d'équipe, ce qu'on aimerait un peu plus trouver en partie, j'en suis sûr. En tout cas, si vous êtes comme moi. Alors, on part tout de suite en bataille. C'est parti. Voilà, nous sommes partis. Alors, nous sommes sur la carte ligne de faille en mode capture de base avec le commandant Falco qui, et c'est une surprise, est en contre-torpilleur russe. On le voit pas trop en contre-torpilleur russe. Alors, il est quand même au Gevni. Le rang 6, donc ça veut dire qu'il a forcément, statistiquement, il a placé les 5 précédents, donc c'est qu'il commence à connaître le type de gameplay. En plus, pour qu'il se permette de m'envoyer une vidéo, il faut qu'elle ait quelque chose de particulier, donc je la découvre en même temps que vous. C'est une bataille en rang 7, il est en contre-torpilleur russe rang 6, je rappelle que les contre-torpilleurs russes ont la particularité d'avoir des porte-torpilles, ce qu'on appelle des soi-disant torpilles défensives, c'est-à-dire torpilles à 4 km. En d'autres termes, bon, la torpille, il faut oublier, c'est pas son principal argument. Et là, c'est quelque chose, parce que Falco, vous le savez si vous suivez les vidéos de ma chaîne sur les torpilleurs, les contre-torpilleurs, Falco est le roi des torpilles lancées à l'aveugle. Généralement, il lance des torpilles, il s'en va, il s'en occupe plus, et boum, un kill. Là, il va falloir... ça va être un petit peu différent. Alors, je sais qu'il joue pas mal les contre-torpilleurs américains, donc voyons comment il s'en tire plutôt bien. Il aime bien jouer, puisqu'il est monté jusqu'au Mahan, de mémoire. Et voyons comment il réagit avec un contre-torpilleur qui se joue... à différence des Américains, un petit peu comme un mini-croiseur. Une furtivité à 6-8 km, une portée de canon à 14,3, mais avec une cloche qui rend ces canons extrêmement douteux à une telle distance. Il ne fait pas énormément de dégâts, moi je jouais full HE. Donc là, il joue simplement le spot. Le York sait qu'il a été repéré, donc vous voyez qu'il avait engagé une course de retrait. Et il cherche même pas d'ailleurs à viser le Gevni.
Ah, peut-être. Si maintenant, il vient de tourner ses canons, attention, Givni. Parce que, voilà, il a tiré et le lion aussi l'a vu et a ralenti. Voilà, boum boum. Et mine de rien, il s'est fait un petit de mine et le lion a fui à une de ses célèbres sables groupées. Alors évidemment, qui dit contre torpilleur, on débute très peu de canons. Vous voyez que la cloche est... Bon, elle n'est pas excessive, hein. Il y a des cloches bien pires, même sur les très hautes tiers en contre-torpilleur américain. C'est assez hallucinant, mais le débit n'est pas non plus excessivement grand. Mais là, il se contente de harceler. Alors attention, parce que moi je revois sur sa minimap, sur ça, ouais, il y a deux méchants, deux bandits qui se pointent là sur sa droite. Il s'agit d'un Minekazé et d'un Gaide. Alors le Minekazé, le Gaide peut faire très mal. C'est l'équivalent allemand du Gevni. Et d'ailleurs, Falco ne s'y trompe pas. Malgré la portée du Minekazé, la portée des torpilles du Minekazé, il préfère effectivement se consacrer au Gaide et aider Nicolas, qui a raté son torpillage. Mais Gaide, lui, il a réussi. Donc Nicolas, c'est mort. Torpille sur le Minekazé. Falco qui a dû éviter les torpilles de la Bloody. Torpilles qui ont assez peu de chances d'atteindre le Minekazé. Elles sont à 12 km, mais elles sont très lentes. Il y en a que deux. Et elles s'éloignent l'une de l'autre sur leur course. Néanmoins, Falco pose une smoke pour protéger la Bloody, qui est venue à son secours. Donc pour l'instant, on a une bonne... on a une bonne résistance de navires assez difficile à toucher. Encore que là, la Bloody risque de prendre très cher. Les torpilles du Minekazé sont plutôt bien. Ils en prennent au moins une, non? Même pas, bien joué. Par contre, la Bloody a pris cher avec... il a perdu la moitié de sa vie quasiment. Face au lion. Donc Falco doit retourner prendre l'information pour aider la Bloody à tirer. Et pas seulement sur le lion. Ouais, Falco qui reste toujours sur le Gaide, vous voyez. Malheureusement, le Gaide est revenu... Ah voilà, c'est bon, il va pouvoir le finir. Oui, petite... on va dire petit accident de souris sur le tapis, là, petite glissade. Allez, cette salve-là, il va pouvoir le sortir. Voilà. Alors, ils ont perdu le Gaide et ils ont perdu le Mutsuki en face. Côté de l'équipe de Falco, ils ont perdu le Nicolas et un Mutsuki. Et le porte-avions, il a le porte-avions sur le dos. Jamais cool. Ça, c'est torpille du Minekazé, à nouveau sur la Bloody. Et voilà, le Minekazé qui est resté, bien sûr, à l'arrêt. Il n'était pas mis en difficulté. Et maintenant qu'il n'y a plus Gaide pour en soutien, le Minekazé va devoir redouter le canon de Falco. La Bloody qui vient de se faire sortir par les torpilles du Minekazé. Mais le Minekazé n'en a plus pour très longtemps. Aïe aïe aïe, il s'est bloqué sur la carcasse de la Bloody et évidemment il devient une cible encore plus facile, y compris pour le lion. Voilà, deuxième kill. Il a encore 35 secondes avant de récupérer son nuage de fumée. Donc il faut qu'il se redevienne très vite, très vite furtif. Il ne faut plus qu'il tire sur le lion. Là il est visé par le lion. Il essaye, voilà, salve, et voilà. Là, normalement, il est furtif. Donc le lion, ne le voyant plus, va commencer à rentrer dans une phase de doute. D'autant qu'il y a un cuirassé qui vient aider Falco, maintenant, après la Bloody. Le cuirassé, c'est un autre lion, justement. Ce qui fait que Falco peut se permettre de tirer. 47 coups au but, enfin une cinquantaine de coups au but, seulement 2 incendies. Voilà, troisième incendie, c'est toujours bon à prendre, ça c'est des dégâts
L'essentiel des dégâts d'un Gremlin se fait au canon. Donc pour l'instant, ils sont, grâce à Falco, ils sont en train de prendre le flanc gauche. Et il n'y a plus grand monde pour venir les aider d'ailleurs. Et en plus, le porte-avions rouge a décidé de sillonner ce flanc. Alors peut-être même pour aller... Oui, je pense que c'est pour aller chercher le lion ennemi. Ou le Gremlin de Falco. Il a laissé son entière ouvert. Malheureusement, l'entière du lion est assez inefficace. Par contre, il est repéré l'avion, mais le lion ennemi est tout proche. Et là, il y a un torpillage à faire. Parce que même si le lion est en train de tourner de façon assez raide, il sait très bien que Falco est là. Non, les torpilles ne porteront pas Falco. À moins que le lion commette l'erreur de tourner brusquement à bâbord. Ouais, en plus, le lion, on ne regarde même pas le lion adverse. Il est sur Falco. Il va y avoir beaucoup de monde sur le dos, puisqu'il y a le porte-avions, les bombeurs du porte-avions qui étaient sur lui. Ouais, je pense pas que les... Ah, si, il a tourné vers la gauche, c'est hallucinant, ça. Non, mais vous voyez, les torpilles se sont dépopées, il reste 40 secondes, le lion s'est arrêté, tout simplement. Et il tente un tir à l'aveugle. Et il a failli, il a quand même touché le Gremlin. Alors maintenant, il va tenter un rush. Est-ce qu'il va tenter de pousser sur la position de Falco? Il lui a mis un incendie. Il préfère s'en aller et laisser le lion. Les deux... Ou alors Falco est en train de faire demi-tour. Ça, c'est un coup que j'aime bien faire. Vous voyez, le lion a pris très cher. Non, non, il viendra pas. Il préfère rester dans son... Il a, comment dirais-je, il a un incendie de Falco qui tourne. Et il préfère rester sur son aile. Il perd de la vie à cause de l'incendie de Falco. Ça monte tout doucement. Là, il tire à la paix. Ça va être compliqué. Il fera pas beaucoup de dégâts sur le blindage d'un lion. Ah, il y en a un sur 6 qui passe. Il préfère repasser à la HE. Essayer de remettre un incendie, ça serait bien. Voilà, ça n'est pas passé loin. C'est une question de chance après. Hein. Joli tir en cloche au-dessus de l'île. Mais, et boum, le lion qui était avec lui vient de se couler. Le lion ennemi, donc l'aile gauche. Le front gauche et front droit ennemi est ouvert complètement. Donc, est-ce que Falcon va en profiter ou est-ce qu'il préfère repasser par le centre? De toute façon, la bataille est... Quand on regarde la bataille, on s'aperçoit qu'il ne reste plus que 3 navires ennemis, il n'y a plus grand monde, hein. Il n'y a plus beaucoup de dégâts à faire. Et que sur ce flanc-là, eh ils sont restés, ils ont nettoyé, ils ont tenu. Ouais, ils ont tenu puis nettoyé, c'est dans cet ordre-là qu'il faut dire les choses. Et c'est bien comme ça. C'est une bataille sympa, d'autant plus que Falco est encore le dernier destroyer survivant de l'ensemble des deux équipes. Et lorsqu'on arrive sur une fin de partie, vous êtes encore sur le dernier survivant sur une partie et qu'il ne reste plus qu'1 minute à jouer, vous pouvez considérer globalement que vous avez relativement bien réussi votre partie, parce qu'il faut quand même arriver à le faire, à passer au travers. Alors, tout est relatif, mais on a vu que Falco était resté au front, donc et il a tanké pour 1 million. Je connais des parties en croiseur où vous tankez beaucoup moins. Hein. 1 million. Le César qui sort le Charmorst. La partie est terminée quasiment. On a localisé sur la minimap les 2 derniers survivants. La route pour la base rouge est totalement ouverte du côté de Falco. Il n'y a plus qu'à aller et cueillir et se servir. Les amis n'auront pas le temps de revenir. En tout
cas, s'ils reviennent, ils seront pris en chasse par deux cuirassés qui sont en train d'arriver aussi. Là, il n'y a plus vraiment lieu de se faire de soucis. Une bonne bataille où on a vu que l'ennemi, globalement, a été relativement faible, mais s'est effondré et que ça s'est joué à très peu de choses sur le flanc de Falco où ils étaient, je peux pas dire qu'ils étaient en sous-nombre, ils étaient globalement plutôt en surnombre, mais ils ne sont pas arrivés au même moment. Le lion est arrivé très tard sur l'aile de Falco. L'Abruzzi qui l'a aidé est arrivé assez tard aussi. Les deux destroyers ont engagé un York et deux autres destroyers assez rapidement, plus le Lion. Donc ils étaient à 2 contre 4 pratiquement tout le temps. Puisque lorsque l'un des deux destroyers a coulé, l'Abruzzi est arrivé pour aider Falco. L'Abruzzi a coulé, c'est le Lion qui est arrivé. Falco a toujours été sur le front, mais ils ont toujours été quasiment à 2. C'est un petit exploit. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à espérer de cette bataille. Enfin, il n'y a plus grand chose à espérer. Il y a tout à espérer, puisque la bataille est finie. Falco va tenter d'optimiser ses dégâts, d'atteindre les 50 000 en allant tirer sur l'Iron Duke. Ou alors, est-ce qu'il va se contenter de rester furtif? Troisième, dernière option, mais elle me paraît assez peu probable quand même, c'est d'aller rusher l'Iron Duke. Il va essayer sans doute de rentrer dans sa base pour empêcher le cap. D'aller chercher l'Iron Duke et de mettre des... Non, il préfère l'option, je tire de mon nuage de fumée, le cuirassé allié fait le spot, et on ne s'occupera pas de moi, et il a bien raison d'ailleurs. Voilà, un incendie, c'est toujours très bon. On optimise les dégâts pour atteindre les 50 000. En destroyer, c'est excellent. Surtout qu'il n'a pas mis une seule torpille au but. Enfin, il n'a pas tiré une seule torpille. Une partie de Falco en destroyer sans torpille, ça c'est très rare. Hein. C'est un collector. Voilà, le malheureux Iron Duke, c'est. Comment dirais-je? Ensablé. Et il ne peut pas lui faire grand chose. Un peu la panique, un peu la désillusion. Allez, un nouvel incendie, on va dépasser les 52 000, voire 53 000. Voilà, 53 000. Et c'est lui qui le... Ah ben bref, il y a quand même son troisième kill, de rien. Oui, ça se fait, ça. Ça se fait, c'est très bien. Ouais, là c'est un coup de klaxon pour dire yeah, je suis content. C'est du Falco. Je parle couramment mais le Falco. Bon, bah allez, on va aller chercher le porte-avions. C'est vrai que 4 kills, ça ferait bien sur son CV. Pour cette bataille. Hop. Est-ce que le porte-avions va se rapprocher? Quand Falco essaie de jouer le coup du... Oui, il va peut-être aller chercher son 4e kill, surtout qu'il ne restait plus beaucoup de points de vie au porte-avions. Mais attention, le porte-avions est assez rapide. Ceci dit, il a l'air de ne plus avoir beaucoup d'avions. On a vu des chasseurs dans le coin. Je crois qu'il a plus grand-chose à lancer dans les airs. Alors, la bataille est quasiment finie, mais je crois que le cuirassé et Falco n'ont aucune envie de caper. Ils veulent aller chercher le porte-avions, tous les deux. Allez, un petit vol de kill à la Falco. Il ose, il a osé. Il n'y a pas de petit profil. Et voilà. Retour au port et retour sur Mont Guillemini. Oh, un petit tour de la bête. J'aime bien.
J'aime bien ce croiseur ce destroyer qui, à la première version de l'arme technologique contre-torpilleur russe, était un tier 5 qui est devenu tier 6 au moment du partage de de l'arbre technologique russe. Vous savez qu'à partir du tier 8, l'arbre technologique se partage en deux entre contre-torpilleur et contre-torpilleur torpilleur à distance, parce qu'ils lancent des torpilles à plus de 10 km. Le Givni a miraculeusement, parce qu'il était un bon navire, a miraculeusement gagné un tiers, un rang, on va dire. Je l'aime bien, j'aime bien le jouer. Alors, on regarde les écrans de bataille, c'est une victoire, bien sûr. 5620 points d'XP, 56 000 de dégâts, c'est très correct pour un Givni, surtout qu'il n'y a pas de torpille. 4 kills, 133 coups au but au canon, 7 incendies. C'est un petit ratio. Il n'a pas été vraiment aidé par comment dirais-je, le ratio d'incendie. Je trouve que le Gimli, là, il l'a un peu trollé en termes d'incendie. Il finit assez de justesse premier et de justesse. L'Independence, c'est juste derrière à quoi 3 petits points. Ça s'est joué à très peu de choses et Falco a eu raison finalement de s'acharner sur l'Independence inverse parce que s'il n'avait pas coulé, ben, il n'aurait pas fini premier de cette bataille, tout simplement. En termes de distance parcourue, ça c'est très important pour un destroyer en général, 76 km. Et il a tanké pour 1 164 000, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup. Je regarde des dégâts grâce à sa détection 12 000. Sinon, 22 000 d'incendie. Il a tenté 8 tirs en perforant, donc à la paix. Il y en a 7 qui sont arrivés, joli. 824 seulement de dégâts, c'est pas énorme. Il y a beaucoup d'obus écrasés. 236 tirs à la HE, 126 sont arrivés. On est sur un ratio de 1 pour 2, ce qui est tout à fait correct. Et 33 000 de dégâts. Il a fait 14 000 sur un Guy 2, 4 000 sur le Minikazé, 10 000 sur l'Iron Duke et 2 400 sur l'Independence. Il s'est bien acharné sur le Lion, 22 900. Il a bien dépoté le Lion. Bravo. Alors, c'est une bataille, on va dire, pour jouer comme Falco le fait au Gimli, il faut une certaine prudence, mais c'est pas tellement le mot prudence qui m'intéresse là, s'il est resté quand même au front tout le temps, mais il faut avoir une bonne gestion des obstacles, des obstacles et des endroits pour se cacher et de son nuage de fumée. Voilà pour cette première bataille. On va enchaîner tout de suite avec une seconde. Cette fois-ci, ce sera Papy. Et dans le même esprit, cette fois je vous ai parlé tout à l'heure dans la présentation de collaboration avancée. Eh bien, en voyons ce que ça donne. Et nous sommes partis. Alors, pour cette bataille, nous sommes d'abord du ennemi de Papy sur la map estuaire, en mode domination. Un Gnevni qui n'est pas proprement parlé à la fête, parce que là il y a quand même. Il y a 3 tiers 7, il n'y a pas de quoi non plus. Il va falloir qu'il fasse quand même attention, la Katsuki. Il va falloir qu'il fasse attention aussi aux 2 croiseurs, York et Atlanta, les 2 tiers 7, et au triple Normandie qu'il aura en face de lui. Donc, et ça commence très fort, parce que si on regarde la minimap, le croiseur qui lui était associé a décidé de partir. Le brave croiseur en question est un New Orleans. Bien, super. Lâcher un destroyer allié comme ça est toujours très compliqué. Par contre, il semblerait qu'il y ait 2 croiseurs, 2 cuirassiers qui viennent dans sa direction. Alors que ceux qui étaient venus dans la partie à peu près derrière lui sont encore dans l'expectative. Non, le New Orleans a changé de vie. Finalement, il va l'appuyer. Je le vois sur la minimap. New Orleans a changé sa direction en voyant qu'il y avait 2 cuirassiers qui venaient en appui. Alors là, le Gevni, alors ça c'est une situation que je connais assez bien. Et qui ne se tourne pas toujours à mon avantage. Être en Gevni, c'est-à-dire un navire qui a des torpilles à 4 km,
d'honnêtes canons, mais pas non plus fou, et partir en pour caper, avec le risque de se retrouver face à un Nicolas ou un Akatsuki en face de lui. Et c'est le Huang, et rien que ça, alors là oui ça c'est embêtant parce que le Huang est un Arethusa, lequel Arethusa est un croiseur anglais avec un fort potentiel offensif, voilà. C'est un panasiatique, mais c'est un navire anglais qui a de la HE. Et ça va être assez compliqué. Il a des torpilles à 8 km. Et là il est bien placé pour lancer ses torpilles. Mais il est un peu fou, hein. Partir en Huang et de cette manière au milieu d'un cap. Voilà, Huang et dépopé. Donc, on a vu qu'il y avait un destroyer dans le coin. Et voilà les fameuses torpilles. Ce qui m'étonne, c'est que ce ne sont pas les torpilles du DD. Le DD qui interdit de... Voilà, il est là. C'est notre Gevni. Et alors là, bon, ben voilà, quoi, face à face. Et là, boum. J'ai pas tout compris. Excusez-moi, j'ai pas tout compris. Le Gevni est venu droit sur lui et ne lui a pas lancé les torpilles. Je crois qu'il a été aussi surpris, enfin peut-être plus encore surpris que lui, de se retrouver, mais enfin il fonçait quand même, il voyait bien qu'il fonçait vers une smoke ennemie, donc il n'avait pas préparé ses torpilles. C'est tout à fait étonnant. Résultat, les rouges viennent de perdre 2 navires. Cadeau. Maintenant c'est au tour de Papy de foncer dans la smoke, mais gageons que Papy sait ce qu'il fait lui. Bon, la smoke se dissout, c'était la smoke du anglais apparemment. Mais bizarrement, les rouges ont rushé le point A avec un unique Wang et un Gnevni. Oui. Pourquoi pas. Il y a des moments où je comprends pas très bien l'âme de l'ennemi, enfin bon, l'âme des équipes, la manière dont ils réfléchissent. Ils doivent pas avoir les mêmes fonctions que nous, ils ont peut-être pas les minimaps, je sais pas. Ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas soutenus. Papy qui laisse son réticule, son témoin pour les torpilles ouvert pour surveiller ce que fait le York. Il a, croyez-moi, pas envie de trouver face à face avec un York. Par contre, si le York avance maintenant, il va lui mettre des torpilles dans la tête, ça risque d'être assez sympa. Ouais, il va aller le chercher, à bout portant. On a 3 km 9. Le pauvre York qui recule d'ailleurs ne s'en remettra pas. Les torpilles qui ont été lancées. Nice. Ah, une torpille au but. Mais ah non, ça, il s'est fait... De New York, ça finit. Наша команда получила преимущество. Ça fait quand même déjà 29 000 de dégâts, pas mal. Et les rouges ont perdu tous les caps. Ils ont envoyé l'essentiel de leur force autour de D, mais ils n'ont pas pris le D. Il y a une toute petite force qui les en empêche, dont le DD,
qui doit être le Gajamada. Ouais, c'est les Gajamada qui leur fait peur là-bas. Et ils ont qu'un seul point, leur cap initial. En Algérie aux couleurs américaines, c'est original. Papy qui dépose du smoke justement pour l'Algérie. Et qui poursuit son avance de manière effectivement comment dirais-je, à faire le spot. Parce que quand on vous dépose une smoke, il ne suffit pas de rester dans la smoke. Il faut continuer à avancer pour rester... Là, il a déposé une smoke assez longue, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, l'ennemi est entouré, hein, il est bien cerné. Il y a 2 croiseurs qui vont rentrer. Il y a l'Algérie, puis un autre croiseur. En l'occurrence, on va voir lequel d'ailleurs. C'est le New Orleans. Et maintenant, la mâchoire va se refermer. Une partie où l'on a clairement... comment dirais-je, le rapport de force est en train de se stabiliser, hein, mine de rien. Les Verts ont quand même perdu un cuirassé, 2 croiseurs, mais avec la toute petite force qu'ils avaient au sud de D, ils tiennent encore. Et le gros de la force qui était parti sur A est en train de revenir et va se refermer. Et voilà, ils n'ont plus de cap. Les rouges n'ont plus de cap. Наша команда близка к победе. Papy, maintenant, qui prépare son embuscade contre le Normandie. Absolument pas gagné la partie, mais très bien engagé, 300 points d'avance. Alors c'est vrai que sur un plan strictement numéraire et numérique, pardon, ils ont l'avantage, mais faudrait quand même pas, il faudrait pas prendre de risques. Vous voyez, Papy recule, c'est très intéressant. Voilà comment monter une embuscade. Il surveille le Normandie. Lequel Normandie va... Voilà, les torpilles sont partis. Par contre, il y en a une qui... Voilà, il en perd 2 et des avancées trop près de l'île. Ça va alerter le Normandie. Lequel Normandie va devoir éviter les torpilles de l'autre DD, qui est là, vous voyez, le Nicolas. Il va donc... voilà, il en prend 2 quand même. Et 3. Ah, il a le kill, dommage. Il avait un kill possible à condition de mettre la 4e torpille. Heureusement pour lui, le Normandie a évité de prendre la 4e torpille. Mais enfin bon. Et Dunkerque finit le Normandie. Là, bon, on sait que c'est l'Atlanta, hein, qui tire. Et c'est la Nicolas qui pose la smoke pour Papy. Bravo, bel esprit d'équipe. On voit vraiment une équipe qui joue dans l'esprit, hein, du côté de Papy. Les rouges n'ont strictement aucune chance, même si on a l'impression qu'ils sont en train de tenir tête. Hein, c'est pas avec cet état d'esprit-là, les rouges n'ont aucune chance. D'ailleurs, quand on regarde la minimap, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus espacés. Et ils sont confinés vraiment sur la ligne, sur la colonne 8. Tire à l'aveugle dans la smoke. Je suppose que c'est l'Atlanta ou le Pensacola qui doit tirer pour essayer de choper... mais bon, on voit vraiment l'illustration de... On voit vraiment l'illustration d'un esprit d'équipe
où toutes les forces en présence dans cette équipe sont unies pour faire leur job. Pas de coup d'éclat, pas besoin d'un super joueur pour gagner la partie. Il reste 40 points à marquer. Il suffit plus que 10 points maintenant. Il suffit qu'un navire soit détruit. Même pas 6 points. Attention, fin de la game. Donc voilà, c'est fini. Voilà. Donc je pense que ça illustre assez bien. Alors évidemment, il n'y a pas d'exploit. Mais le but je vous avais prévenu, c'est pas le but. Pas montrer d'exploit particulièrement. Juste montrer qu'un esprit d'équipe peut parfois faire beaucoup et vous faire gagner une partie d'une manière aussi éclatante. Alors les écrans de cette bataille, parce que c'est quand même une victoire, 3823 points d'XP, 192, frappe dévaste, non c'est premier sang, pardon, premier sang, 54 coups au but, il a fait que 69 000 de dégâts, mais enfin 69 000 de dégâts avec un destroyer c'est pas mal, un seul navire détruit, 6 torpilles au but, au moins les deux autres navires, les deux navires qu'il a retorpillés, outre celui qu'il a tué, auraient pu être des kills, ont très bien pu être des kills. Il a détecté 3 navires, une aide à la capture et une base capturée, ce qui est plutôt bien. Il est assez nettement en tête devant le Gajamada, qui est quand même un tier 7. Mais c'est assez dilué, comme vous pouvez le constater, parce qu'ils sont deux à frôler les 2000 d'XP de base. Tous les autres sont en dessous et se partagent l'équipe. En fait, les deux Gevni et Gajamada ont été les fers de lance. Les autres se sont contentés d'appuyer. En termes de dégâts, 14 000 sur l'autre, Gevni, qu'il a dépopé tout simplement. 35 800 sur le Normandie, 3 torpilles au but. Hein. Le York, lui, n'avait aucune chance. Le Yuan a fait un peu du grand n'importe quoi. Il a parcouru 51 km sur cette map, c'est assez bon. 258 500 de dégâts potentiels, c'est très peu. Ça prouve que l'ennemi n'a pas jamais pu le voir et a jamais réussi ou ne l'a pas vu, ne s'est pas occupé de lui quand il l'a vu. 95 au but tiré, 54 sont arrivés au but, soit un petit ratio de 50%, pour 12 000 de dégâts au canon. Les torpilles, elles, ont fait 54 000 de dégâts, c'est-à-dire que 6 pour 15, on va dire. Oui, on est dans un ratio de 2 pour 3, quoi. Ensuite, c'est tout. Hein. Une petite inondation, petit incendie, rien de remarquable. On a vu quand même que le Gevni pouvait être joué avec finesse, ce qui pour un contre-torpilleur russe est tout de même assez étonnant. Mais c'est vrai que c'est pas... le contre-torpilleur russe a besoin justement de ce genre d'espace où on a besoin qu'on l'ignore pour exprimer toute sa puissance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, bien amusé. On avait quand même deux pilotes très différents, deux batailles très différentes avec des pilotes assez semblables dans l'esprit. On se reverra très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à très bientôt si vous le voulez bien.